S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Les amis, avant de vous laisser entre les mains de notre nouvel invité, j'aimerais remercier notre partenaire. C'est Notion, le meilleur espace de travail boosté à l'IA. Notion, c'est déjà 100 millions d'utilisateurs conquis à travers le monde, dont 50% des startups passées par Y Combinator qui l'utilisent pour collaborer plus efficacement. Et évidemment, j'en fais partie déjà depuis plus de 5 ans, que ce soit pour planifier la production de mon podcast, pour collaborer avec mes équipes, mais aussi pour des projets perso. Bref, Notion, c'est l'outil de référence pour organiser votre vie au travail. Prise de notes et documentation interne, roadmap produit, suivi de tâches, création de bases de données type CRM et évidemment tout ceci en collaboration avec vos équipes. Alors que vous soyez entrepreneur ou en passe de le devenir, que vous soyez freelance ou même salarié, Notion sera votre meilleur ami au quotidien. Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui avec Notion, on vous propose 6 mois gratuits sur leur plan business Notion avec un accès illimité à l'IA Notion. Pour en profiter, ça se passe sur le lien que j'ai mis dans la description. Encore une fois, un grand merci à Notion de nous permettre de vous proposer cette interview qui, je l'espère, vous inspirera à entreprendre. Bonne écoute à toutes et tous. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Un invité, j'allais dire ça fait longtemps que je te connais, mais que sur LinkedIn. Bref, j'ai un grand plaisir de recevoir un mec qui a créé plusieurs boîtes et qui en a revendu, t'en as revendu une? Une, ouais. Bon, c'est déjà bien. Oui, c'est déjà ça. Ouais. Bon, comment ça va, Greg? Bah écoute, ça va bien. J'arrive de San Francisco, donc est-ce que je passe une semaine avec mon équipe? Donc j'avais un peu peur d'être jet-lagué, mais ça passe. Ah là là, il voulait le caler dès le départ de l'épisode qu'il vit aux US. Bon, raconte, tu vis aux US. Allez, je sais même pas comment tu te présentes aujourd'hui. Moi, j'ai envie de dire serial entrepreneur, ça claque avec une exit à son actif. Yes, après... Non, bah... Moi, Non, c'est une bonne question, comment je me présente. J'ai plus trop l'occasion de me présenter, parce que du coup, à un moment, je faisais beaucoup de podcasts, etc. Et maintenant, j'en fais un par an en moyenne. Pas plus. Plaisir de faire partie de ce podcast. Bah, tu m'as écrit, je me suis allé, let's go, je rentre. Et surtout, t'étais dispo. Là, je t'ai dit, c'est la semaine où je passe. Tu m'as dit, ça me va. La plupart des gens, ils m'auraient dit, mec, j'ai un jour, c'est tel jour. Les gens, ils m'auraient dit, bah, non, désolé. T'inquiète, on est flex. On est flex. Non, ouais, raconte. Non, comment je me présente? Bah, T'as déjà été en CDI? Ouais, 9 mois. Ok. Vas-y, au revoir. Je t'ai interrompu. Non, ouais. Du coup, non, je dis que je suis un entrepreneur. En fait, moi, j'aime bien me présenter en disant les choses que j'ai fait dans ma vie et d'où je viens. Tu vois, j'aime bien dire que j'ai loupé mes concours d'école de commerce. Après, je suis à la fac, j'ai monté mon premier projet entrepreneurial pendant Master 1, pendant Master 2. Gros échec. Après, j'ai fait 9 mois en CDI. Enfin, j'ai fait 3 ans en CDI au McDo, mais à temps partiel pour payer mes études. Et après, j'ai commencé, je gérais un espace de coworking. Enfin, on était 2 à Grenoble, tu vois. Ok. Donc j'étais payé 24K par an. Donc voilà, tu vois, début de carrière, Tony Truant, Coworking Grenoble, d'ailleurs très sympa. Merci Mathieu qui m'avait donné cette chance à l'époque où j'avais pas du tout le profil. Et après, je suis monté, j'ai fait une boîte Germinal. Après, j'ai fait cette boîte-là, j'ai levé de l'argent avec un produit. Je suis parti à San Francisco là il y a quelques mois. Donc ouais, j'aime bien me présenter comme quelqu'un qui essaye, qui est parti de très loin, qui est pas monté très haut, tu vois, mais marche par marche, tu vois. Ouais, je suis pas d'accord. Il y a de l'humilité, mais en tout cas, l'humilité, c'est pas ma compétence favorite. Hein. Ah, bah, pourtant, tu dis pas monter très haut. Moi, j'ai quand même le sentiment. Non, mais mec, t'arrives à San Francisco. Non, mais oui. Non, mais c'est terrible. Moi, j'ai le petit de quelqu'un. Non, mais bien sûr, mais là, tu me chopes maintenant. Mais il y a 6 mois, j'étais en mode, je suis un entrepreneur. J'ai réussi à faire des trucs, c'est cool et tout. Tu vois, genre, j'étais en mode, je suis quand même un mec, tu vois, j'ai fait des choses, tu vois. Je suis clairement pas dans le top de l'entrepreneuriat français, clairement pas. Mais je me dis, je suis bien, tu vois. Je suis arrivé à San Francisco, j'étais en mode, je suis tellement nul. Vraiment, j'ai une phase qui a duré 1 mois. Tu sais, t'as la phase papillon, tu sais, t'as la phase bouillie avant de devenir un papillon. En fait, ouais. Tu sais, les vers, ça devient un bouilli. C'est-à-dire, c'est une bouillie, c'est plus un ver, c'est vraiment de la bouillie avant de devenir un papillon. Et j'ai eu cette phase bouillie
Ok. où j'étais vraiment en mode, j'étais au fond du trou Avant d'éclore. et je me disais, mais ouais, en devenir un babillon. Bon là, je suis un babillon qui a pas volé très loin, mais parce qu'à San Francisco, je me suis remis du choc, mais j'ai encore rien fait d'intéressant, tu vois. C'est une mini parenthèse, on va parler clairement France versus US et essayer de comprendre, moi aussi comprendre, je t'en avais parlé, mais la quête de rêve et comment on peut le réaliser. Mais juste un truc, quand tu dis que pendant un mois, tu t'es senti, allez, on va dire bouilli, j'allais utiliser un gros mot, mais tu Ouais, l'as pas bon. utilisé, que je me suis dit, reste tranquille. Ouais. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu t'es dit, ah, je suis fort dans ça, et en gros, en arrivant là-bas, tu t'es dit, waouh, Non. est-ce que c'est que de l'argent ou est-ce qu'il y a autre chose? Bah, je sais pas si tu l'as déjà fait. Moi, je l'ai déjà vécu en sport. Ok. C'est quand j'avais changé de club de rugby. J'étais dans un club où j'étais titulaire. J'étais deuxième ligne à l'époque pour ceux qui s'intéressent. À Vif, RCVMT, Rugby Club, Vif Monestier, Trièves, petit club et tout. Représente. C'est là, j'ai vécu toute mon enfance à Vif, côté de Grenoble. Et je suis monté au club AC5 RCS, qui est un peu le deuxième club de la région grenobloise. J'étais en moins de 19, on faisait les championnats de France et tout. Je suis arrivé là-bas, mec. Un écart de... Premier entraînement. Je me suis fait, mais les gens ils jouaient normal, tu vois, ils étaient pas en mode, c'était l'entraînement, c'était pas un match. Mais l'intensité, le niveau des mecs. Mais juste, j'étais en mode, mais je sais pas jouer au rugby. En fait, je sais pas jouer au rugby. À ce point? Bah, dans les mecs. l'entrepreneuriat, t'arrives à avoir Ouais. des... Et le RCVMT avait déjà gagné contre le RCS, tu vois, ces deux clubs, mais juste le niveau de professionnalisation, le fait qu'il y avait plusieurs coachs, le fait, tu vois, il y avait toute une méthodologie, le terrain était nickel, etc. Et bah là, c'est pareil, je suis arrivé, et tu vois, ce truc de se dire, en fait, les gens, ils sont beaucoup plus inspirants, ils ont une méthode, etc. Et d'ailleurs, j'ai recommencé, je suis passé de titulaire équipe 1 à remplaçant équipe 2. Ok. J'ai changé de club. Et bah là, j'ai exactement le même sentiment tu parles à des mecs, et il y a un mec qui me dit, il faisait 4 millions, 5 millions d'ARR, et il grossit de 30% par mois. Je me suis et il me dit, ouais, bah moi je suis un petit quoi. Il me dit, ma boîte elle a 1 an et demi, je vais pas vite, tu vois. Je parle avec une VC et je lui dis, ouais, on a fait 4 millions l'année dernière, cette année on aimerait bien faire 12. Elle me dit, va falloir aller chercher un point d'inflexion là. Alors tu fais fois ouais, non mais on l'a pas fait du tout encore et tout, mais tu vois, je lui dis c'était mon projet. Ton ambition. Et normalement quand tu dis à un VC en France, j'ai fait 3,8 millions en euros, 4 millions de dollars l'année dernière et l'année prochaine je veux faire tant, les gens ils te regardent en te disant waouh, solide, tu vois. 12 millions, vous êtes combien? 9 et tout, tu vois, genre, ouais, pas mal. Et une fois de plus, c'est des projections, donc on n'y est pas du tout, ça sert à rien de bref. Oui, Bref, mais là, elle m'a regardé en mode j'ai vu dans ses yeux là, que je parle à quelqu'un de plus intéressant. Donc du coup, elle m'a donné ce conseil avant de partir. Et là, je discute avec des mecs et ils disent, ah ouais, bah là, maintenant, le nouveau gold standard, moi, le mec, il dit, moi, j'investis dans des boîtes et tout. C'est 18 mois de 0 à 50 millions d'ARR, tu vois. Il me dit, c'est le gold standard maintenant. Et il me dit ça et je fais, comment ça? Attends, c'est pas un standard. Non, gold standard. Vraiment le meilleur standard. Non, justement, le meilleur standard pour les séries A. Et ouais, et pareil, un dîner, je discutais avec un mec. Alors ça n'avait aucun sens. Donc je discute avec un mec à un dîner très sympa, très friendly, on parle de sa boîte et on discute comment recruter les ingés, je lui dis comment t'as recruté les ingés dans la vallée, tu sais, c'est un Français qui a depuis pas mal de temps et tout. Et il me parle de sa boîte et je lui dis ouais mais comment tu recrutes tel type de profil? Il dit ah tu sais là je peux pas te donner de conseils parce que ça fait quelques années que je recrute plus des profils comme ça. Et je lui dis des level entry engineers, tu vois. Et je lui dis ah bon pourquoi t'as combien d'ingés? Il y a 2000. Je lui dis mais c'est quoi ta boîte? Et là il me donne le nom de sa boîte. Et en fait, la boîte est valorisée 65 milliards. Donc en fait, j'étais en train de parler à un cofondateur d'une boîte de 65 milliards, cotée en bourse, qui te parle, qui était en toute détente, en train de me dire, toute détente, en train de me parler de recrutement, et juste, je me rends compte à quel point, je veux dire, en France, il y a pas de boîte privée dans la tech qui dépasse, je crois, la plus grosse, je crois, c'est Mistral qui fait 8 milliards, ou peut-être il y en a peut-être une à 10, ou je sais pas combien vaut Doctolib, peu importe. En Valo, tu veux dire? En Valo, ouais, mais je veux dire, les plus gros succès, c'est 8-10 milliards, et c'est des dieux ici, tu vois, ils sont invités par le président et tout. Là-bas, il y a des Français qui ont monté des boîtes à 50, 60, 70 milliards, et ils se considèrent, et le mec me dit, mon principal concurrent, c'est Google, je suis un petit, quoi. Il dit, je suis David contre Goliath. David contre Goliath. Ta boîte, elle vaut 60, je sais plus, 60, 65 milliards, les cours de bourse, et ça change, mais t'es clairement pas David, bon, mais il est contre Google, donc il me dit en frontal. C'est David, toi t'es quoi? Ouais, voilà, c'est exactement ça. Et le mec te dit ça en toute humilité. Le mec, je sais pas combien il pèse, mais en perso, mais je crois qu'il a pas vendu de shares, donc il pèse pas mal. On la connaît la boîte? Non, mais j'en parle pas trop. Non, mais attends. Oui, on la connaît. Okay. Non, mais bien sûr, de toute façon, elle est cotée en bourse. Donc une boîte cotée en bourse avec un Français en cofondateur. Cotée en France ou aux US? Aux US. Ah ouais, mais du coup, je sais pas si on connaît. Ouais, c'est pas sûr que tu la trouves. Mais voilà, non, mais je te donne un ordre d'idée. Mais peu importe. Mais du coup, le mec, est-ce que j'ai pas envie de, tu vois,
Mais c'est pas très dur. Si tu fais des recherches, tu vas voir qu'il y a que 2 boîtes. Donc c'est l'une des deux. Voilà, c'est assez facile. Mais juste, et là en mode, what the fuck quoi. Enfin genre, je suis désolé, mais je parle avec un Ukrainien. Désolé, je donne beaucoup d'exemples, mais c'est pour te rendre compte le choc. Ukrainien, le mec 20 ans. Je veux dire, t'es arrivé comment aux US? Il me dit, mes parents, je viens d'une famille pauvre. À 17 ans, je suis parti avant la mobilisation. Je suis arrivé à Paris, j'ai trouvé que les gens avaient pas assez d'ambition. Du coup, j'ai un visa réfugié. Je suis venu ici, j'ai levé de l'argent et maintenant j'ai une boîte. Et il fait du hardware, il fait des drones qui font de l'interception de missiles, tu vois, pour faire des petites défenses. Ok. Et le mec, il a un proto qui marche. Il a 20 ans, mec. Il a 20 ans. Il est parti à 17 ans, il a pas de degrees, il s'est auto-formé aux maths, à la mécanique, à l'ingénierie. Il est arrivé aux US, il savait pas parler anglais, il a appris à parler anglais. Il est arrivé aux US, il lève de l'argent et là il est dans un accélérateur, un des meilleurs accélérateurs, le meilleur accélérateur hardware de la vallée, je pense. Et le mec, Yeor, il s'appelle, et je me suis rendu compte de son âge qu'à un moment je lui dis que je bois pas d'alcool. Il dit moi non plus. Je lui dis tu bois pas d'alcool parce que t'aimes pas ça, c'est pour des raisons de santé. Il dit non, je suis trop jeune. Mais non. Ouais, c'est 21 ans aux US. Et il me dit du coup je bois pas d'alcool parce que je suis trop jeune. Et je fais putain mais quel cadeau pour non lui, mais ouais et juste et tu vois tous ces mecs. Et juste, tu te dis, mais tu vois un mec qui a une boîte qui a 65 milliards, qui est hyper humble, tu vois un mec qui a 20 ans, qui a traversé le monde, et bref, tout ça, et là, tu te dis, mais en fait, je suis qui? Je suis personne. Et après, t'as une phase où tu te rends compte, tout le monde a son chemin, tout le monde a, mais ça m'a mis une claque et ça m'a donné une motivation, genre, de bouffer le monde, parce que ces mecs-là aussi, il y en a plein qui sont partis de loin, tu vois, c'est le rêve américain, quoi. Mais on va en parler, moi. Ce qui me passe par la tête depuis tout à l'heure, c'est l'ambition. C'est du coup, je pense, voir plein de gens qui succeedent, entre guillemets, aux US. T'es obligé d'être humble au bout d'un moment. Ouais. On va parler un petit peu de pouvoir, comment dire, j'ai même pas envie de parler d'échec, juste essayer, tu vois, la culture. Et la dernière chose, et ça fait un écho, à l'épisode que je publie aujourd'hui, c'est un réfugié iranien, donc gros, qui est venu en France et qui a monté une fintech pour venir en aide aux migrants. Et ce que je trouve fou, c'est la corrélation entre les gens qui ont vécu des gros traumas quand ils étaient plus jeunes et la capacité à faire des trucs ouf par la suite. Et quand je dis ouf... Moi, ma théorie, c'est quand tu vis un gros trauma, sur 100 mecs, il y en a 99 qui sont détruits à vie et il y en a un qui va faire quelque chose d'exceptionnel. Ah, je suis pas d'accord que 99 soient détruits. Ouais, mais les autres, on les voit pas. Je sais, et je sais qu'aussi sur les réseaux, on va avoir beaucoup plus de personnes qui vont se plaindre, donc peut-être ces 99 que le 1 qui est en train de build en sous-marin. Mais c'est même, tu vois, ce ratio-là, je suis sûr qu'il est différent aux US d'en France. C'est possible. Je pense qu'aux US, Après, je te parle de succès, de vraiment trucs. Mais tu vois, par exemple, Elon Musk, il y a 80, enfin, tu sais, c'est la victoire ou la mort, quoi. C'est des gens où tu dis, soit ils vont finir dans le caniveau parce qu'ils vont être bouffés par leur peur, par leur part blessée, soit ils vont faire quelque chose d'exceptionnel et ils seront quand même bouffés et malheureux. Hashtag Elon Musk. Mais tu vois, Elon Musk. Tu penses qu'il est malheureux, Elon Musk? Elon Musk, je pense qu'il est terriblement mal. Et c'est pour ça qu'il est aussi grandiose, tu vois. Anthony Bourbon, il est heureux ou malheureux? Alors, je le connais pas assez bien. Parce que j'ai beaucoup étudié Elon Musk. Et après, une fois de plus, c'est pas un jugement de chien. Non, mais j'essaie de... Je pense que Anthony, pour les quelques interactions que j'ai eues avec lui, je pense que c'est un mec qui a un niveau de drive qui est démentiel et qui vient d'une part blessée hyper forte. Il a vécu des trucs durs et ça l'a rendu grandiose, tu vois. Mais je pense qu'il y avait 99% pour 100 Anthony Bourbon qui partent. Il y en a 99 qui disparaissent dans l'atmosphère en faisant, tu vois, c'est une étoile filante, quoi. C'est tu brûles dans l'atmosphère. Et il y en a un qui devient une météorite et qui vient changer le climat de la planète qui l'impacte, tu vois. Et je pense que la grandeur, ça vient aussi de ça, tu vois. Et le problème, c'est à quel moment dans ta carrière, quand t'as ce genre de drive, tu vois, qui vient d'une part blessée, parce que souvent, t'as une part blessée, donc quelque chose qui se passe très mal dans ton enfance ou qui est générationnel, tu vois, qui va te faire que tu vas surcompenser pour survivre à cette blessure, qui va te donner une capacité incroyable mais qui est toujours attachée à une peur. Et le problème, c'est qu'à un moment, il faut que tu arrives à séparer cette capacité de la peur pour vraiment t'étendre et grandir, tu vois. Et il y a des gens qui arrivent jamais à séparer ce super pouvoir de leur peur. Mm-hmm. Et du coup, il y a un moment où ça les ralentit. Ça leur empêche d'atteindre leur plein potentiel, tu vois. Mais c'est ce trauma que tu transformes en drive, en tout cas dès le départ. Oui, exactement. Mais du coup, c'est souvent ton carburant au début, mais ce qui fait que ça va te consumer, c'est qu'à un moment, il faut lâcher la peur attachée parce que sinon, ça te consume.
Bon, attends, on revient sur tout ça, sinon on va partir dans tous les sens, mais... Ah oui, alors moi, clairement, je suis impossible à interviewer. Hein. Bonne chance. Très alléchant, t'inquiète pas. Chance. Déjà, de base, en plus, je t'ai dit, c'est de l'impro, mais alors, je fais ça pour être à l'aise, mais là, je sais pas si tu vas encore mieux me mettre à l'aise dans mon exercice, mais t'inquiète, on va driver tout ça ensemble. Première question toute simple, on fermera la parenthèse, on l'ouvre, on la ferme au même moment. On va parler de Germinal, c'est ta première boîte. J'ai 2 questions là-dessus. On va parler de com après du tracteur, mais la première, elle est... Putain, j'ai oublié. Tu l'avais oublié? Ouais. Ah, moi, j'ai pas oublié. Non, la question, elle est toute simple. T'as revendu ta boîte. Est-ce que t'as le seum? Et si je dis est-ce que t'as le seum, parce que il me semble que lorsqu'on a parlé, tu estimes que tu n'as pas capté toute la valeur que tu as créée dans cette boîte. Ouais, alors en fait, c'est assez simple. Pour aller vite, Germinal, en fait... Bah du coup, en parlant par blessé, tu sais, ce super pouvoir que t'attaches à quelque chose, moi j'ai la capacité de renverser la table, de gérer des crises et de complètement de tout lâcher pour changer de direction. Tu sais, c'est le concept de je suis extrêmement décisif. Ok. Et ça me fait ni chaud ni froid. Tu prends une décision rapidement. Ouais, et je peux prendre des décisions, je peux dire, aujourd'hui on arrête la boîte. Et j'arrête la boîte. Et ça me fait rien. Genre vraiment, et c'est... Mais comment ça te fait rien? Il y a de l'émotion dedans. Non, vraiment, je suis en mode et ça m'excite. Ok. Là, quand c'est dur, quand faut prendre des décisions hyper difficiles, etc., ça m'excite. Le problème, c'est que j'ai aussi d'autres peurs qui coïncident avec ça. Et ça, je pense que c'est un truc qui est plutôt que j'ai appris à comprendre que j'ai appris à accepter que parfois, je crée moi-même des crises pour ressentir cette excitation. Et je pense que Germinal, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'à un moment, on montait, on grossissait, on a fait 1 million de la première année, 2 millions 2, puis 2 millions 8. C'était ma première boîte, sortant d'études. Enfin, j'avais lancé 2 projets pendant les études, mais qui n'avaient pas marché du tout. En master, ouais. Ouais, mais je précise parce qu'il y a plein de gens. C'est pas ma première vraie boîte, mais en fait, pendant 2 ans, j'ai galéré avant tout. Et du coup, ça a vraiment explosé. Enfin, explosé selon mes critères de l'époque. Moi, j'étais très content. Vous faisiez quoi exactement? On faisait une agence de growth marketing à l'époque. D'où la présence. Et on allait vite, on grossissait vite, on avait une belle brand, etc. Okay. Et en fait, juste à un moment, je me suis fait chier. Et au lieu de me dire, je me fais chier, je crée une boîte bien rentable et je la vends. Je me suis dit, non, on va pivoter, on va faire que de la formation en ligne. Après, c'est le Covid. Du coup, on a gardé toute l'équipe et j'avais un attachement au fait que j'avais l'impression que les gens, je leur devais quelque chose. Mais genre qu'en mode, si les gens, je changeais d'activité de la boîte et que je les faisais partir, j'allais les trahir, tu vois. Les gens, les employés? Les gens de l'équipe, ouais. Les gens de mon équipe. Mais imagine, t'es dans une boîte, tu viens pour faire du service parce que t'as envie de faire du service. Et 6 mois après, on te dit maintenant, tu vas faire de la formation en ligne. Mais en fait, c'est complètement con. Enfin, je veux dire, juste va voir les gens de ton équipe, dis-leur que tu vas changer d'activité, demande-leur s'ils sont in, et s'ils sont pas in, tu les fais partir et tu leur donnes un bon package. Changer le contrat de base. Ouais, tu changes le contrat de base et du coup, bah, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Bah, t'as beaucoup d'attrition et t'as plein de gens qui partent parce qu'ils se font chier, parce qu'ils s'y retrouvent plus dans leur mission. Ouais, exactement. Okay. Et du coup, j'ai perdu combien, juste, de la tire? Ah, bah, nous, en turnover chez Germinal, on avait quasiment 120% de turnover annuel. Arrête. Ouais. 120%, donc 120%. C'est-à-dire que je renouvelais. Le gars qui commence. En moyenne, les gens restaient 9 à 10 mois. Je renouvelais plus de toute l'équipe tous les ans. C'est pas très bon signe, ça. Bah non, c'est pas bon signe. Bah, c'est quand t'as un CEO qui est addict aux crises. Et j'avais un autre truc, c'est que donc j'avais ce truc que je pivotais. Donc en fait, j'étais excité par les crises, du coup je les créais. J'avais cette loyauté, mais malsaine vis-à-vis de l'équipe où je me disais, je devais toujours être gentil avec eux. Et c'est Adrien Falcon qui m'a appris, c'est ça, d'être gentil ou méchant avec les gens, il faut être clair. Okay. Et moi j'étais gentil jusqu'au moment où je ne pouvais plus, et là je devenais odieux. C'est quoi odieux? Bah odieux, c'est je pète un câble, quoi. Donc tu laisses exprimer tes émotions, mais du coup gentil, c'est... Bah gentil, j'étais en mode ils étaient pas bons, ils étaient pas à leur place, mais je disais non mais on va y arriver, machin. Et un jour j'arrivais en meeting, je disais c'est scandaleux ce que tu fais, tu vois, j'étais hyper émotionnel. Et du coup bah les gens tu les braques, t'imagines, ça fait 9 mois qu'on te dit que t'es le meilleur. Ouais, en plus quand j'étais gentil, j'étais vraiment gentil avec les gens, je disais mais tu fais du super taf, c'est incroyable, machin, tu vois. Et là d'un coup, t'arrives en meeting et le mec tu dis mais il y a rien qui va, tu vois. Est-ce que c'est parce que t'es plus aligné à l'instant T quand tu dis... Ouais, mais c'est parce que au lieu d'être clair tout du long, je passe de méchant à gentil parce que j'ai peur de décevoir, j'ai peur de... Ouais, mais est-ce que le fait que tes employés ou tes équipes soient pas les plus productifs possibles ou performantes à l'instant T, est-ce que c'est vraiment ça, toi, qui te faisait chier? Non, mais c'est parce que du coup, quand t'es gentil, fais des compliments à quelqu'un toutes les semaines pendant 10 mois. Il prend la conf, ouais. Et bah, il progresse pas. Ok. C'est normal. Okay. C'est comme si ton coach, à chaque fin d'entraînement, je sais pas si tu fais du tennis, de la course à pied, du rugby, il disait t'es le meilleur joueur, t'es le meilleur joueur, t'es le meilleur joueur. Le chef d'entreprise est un coach dans ce cas.
Bah moi, chez l'entreprise, une partie de son taf, c'est d'être coach, de coacher ses équipes. En tout cas, les gens avec qui Est-ce que tu penses que les employés qui rejoignent une entreprise, putain, on divague de ouf, mais ça m'intéresse de ouf. Est-ce que les employés qui rejoignent une entreprise ont pour vocation à s'améliorer et performer, selon toi? Ouais. Et pour Tu moi, penses quand tu rejoins une boîte, tu rejoins un endroit où tu vas détester ton boss tout le temps où tu vas y être. Et le jour où tu vas partir, tu vas te dire que c'était une super aventure. Attends, ça c'est ta conception ou c'est ce que tu as appris de tes expériences? Là, on va C'est ce rester que j'ai sur la appris France. et je pense que c'est ma conception. C'est ma conception maintenant et c'est ce que j'en ai appris, c'est-à-dire. Et c'est ce que tu penses de la France? Tu penses que les Français, le Non, français mais la France, commun... c'est un autre problème. Mais ce que je pense, maintenant, ce qu'on recrute, c'est des gens qui viennent, ils savent qu'ils vont passer des moments difficiles, Ok. qui vont nous détester, pas tout le temps, hein, tu vas tout le temps me détester, mais il y a des moments où tu vas me détester, comme jamais, mais à la fin, tu te diras, il a fait ça pour me faire progresser, j'ai progressé, et il a pris les décisions difficiles qu'il fallait les prendre, quand il fallait les prendre, il les a pris, il les a assumées. C'est que ça, c'est la même chose que des darons qui engueulent leurs gosses et qui leur disent « plus tard tu me remercieras ». Ouais, sauf que moi, moi, je leur dis pas, plus tard, tu me remercieras, parce que ça, tu regardes le mec en mode, quand ton daron, il te dit, plus tard, tu me remercieras, c'est que t'es un super... c'est qu'il est en train de se... Non, j'ai pas besoin de dire ça. Ok. Moi, j'ai même pas besoin qu'il me remercie. Je sais juste que le monde tourne comme ça, que c'est comme ça que je vais avoir des gens qui vont performer à leur maximum, qui vont atteindre leur potentiel. Et si après ils me remercient pas, bah c'est totalement ok. En fait, on n'est pas là pour me remercier. Je suis une équipe de sport, on est là pour performer. Tu vois. Et justement, on n'a pas terminé là-dessus, mais allez, on va même le comparer en termes de somme. Je sais pas combien vous l'avez vendu, je sais plus si c'est public, combien tu t'es fait. On avait beaucoup en earn-out et comme la boîte a pas bien performé derrière, la boîte a été fermée au bout de 3 ans, donc j'ai vraiment le seum. Du coup, j'ai touché un chèque qui est vraiment pas, qui est pas ouf, qui aurait dû être vraiment bien et qui est pas ouf. Donc j'ai le seum. T'as plus le seum d'avoir lésé tes équipes en pivotant ou t'as Non, plus le seum de pas avoir chopé la valeur du dur labeur que vous avez fourni? Et je dis vous, c'est toi et tes... Bah, la valeur, du coup, j'avais aucune raison de la capturer parce que pareil, je m'étais pris la tête avec un troisième cofondateur, Benjamin, à l'époque. Parce que j'ai fait une masterclass sur comment se prendre la tête avec quelqu'un. En fait, quand j'y réfléchis, je vois pas comment ça aurait pu bien se finir. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai tout mis en place pour qu'à un moment il pète un câble. Tu vois ce que je veux dire? Genre, mais dans ma Tu tête. maîtrises les problèmes, mais tu maîtrises les solutions aussi. Oui, c'est bon, Ouais, c'est ça les va. solutions. T'as appris entre... J'ai appris, j'ai beaucoup appris. Non, mais oui, mais je préfère te donner les trucs que j'ai vécu plutôt que la jouer en mode bullshit, en mode. Non, mais je veux pas de bullshit. Mais du coup, non, moi je pense que je méritais pas de capturer de la valeur parce que j'aurais pu en capturer dans un autre monde. Mais dans ce monde-là, c'est un monde où j'aurais appris, en fait, il fallait que quelqu'un, que quelque chose m'apprenne cette leçon, tu vois. Et maintenant que j'ai appris ma leçon, j'ai pas envie de refaire les erreurs du passé, mais j'avais besoin de me prendre une claque, en fait. J'avais besoin de me confronter à ça. T'apprends dans la pratique plus que dans le conseil ou la théorie. Bah, pour moi, le conseil et la théorie, il a du sens que quand t'as le problème en face de toi. Donc moi, quand j'ai un problème en face de moi que je sais pas se résoudre, je vais essayer de trouver quelqu'un qui l'a déjà vécu, qui l'a déjà fait ou qui a déjà coaché des gens dans cette situation pour qu'il me donne le conseil ou la théorie qui peut me servir. Mais sinon, moi, je consomme jamais de conseils ou théories. Je consomme que du contenu qui me sert pour régler mon problème niveau. On reboucle et on va terminer un petit peu sur Germinal. C'est quoi le sentiment qu'aujourd'hui tu as vis-à-vis de la boîte? Le sentiment, c'est que C'est une fierté ou pas? c'est une fierté, j'ai eu beaucoup de chance. T'as eu de la chance. J'ai eu beaucoup de chance d'être au bon moment sur le growth marketing. J'ai eu beaucoup de chance de recruter des gens au début de l'équipe, tu vois, comme Jordan Chenevier, qui est maintenant à Bulldozer, qui est un mec hyper talentueux. J'ai Kevin Duchier, j'ai Camille Gras, j'ai Alain Briaz. Je te donne des noms, il y en a plein d'autres. Désolé, on a eu presque 140 personnes qui sont passées Germinal. Désolé pour ceux que j'oubliais. Et en early stage, là je parle de l'early stage au début, j'ai eu des gens très talentueux qui ont fait des beaux trucs derrière. Et aujourd'hui, je suis trop content de les appeler et discuter avec eux. Ok. Tu vois, c'est tous des gens avec qui je suis encore en Mais contact. on n'est pas sur ce que tu as construit ou le produit ou voilà, mais ça, ou je suis fier d'avoir pu bosser avec ces mecs. Et j'ai eu de la chance parce qu'en vrai, il y avait Jordan pour savoir qu'il était fort. Enfin, je veux dire, j'ai eu de la chance de tomber sur lui, tu vois, parce que on s'est vu dans le même espace de coworking, machin. J'ai eu de la chance sur le growth hacking. Après, on a énormément bossé, on s'est donné, et ça, je pense que ça, c'était pas de la chance. Du coup, je suis fier de ce que j'ai appris. Je suis déçu du résultat. Donc, en gros, je vois où j'ai eu de la chance. J'étais sur un trend au bon moment. Pareil, je me suis mis à LinkedIn au bon moment. Voilà, et c'est un petit peu ça. Je suis déçu du résultat et je vois les choses où j'ai pas eu de chance, mais juste que je me suis donné à 200%. Et en définitive, je pense que c'était la meilleure expérience raccourcie. Et en fait, cette boîte, ça va me servir toute ma vie, l'expérience que j'ai. Bah justement, je suis sûr que c'est ce qui t'a. En tout cas, ça t'a pas empêché de monter une autre boîte. Non, ça m'a vraiment aidé de ouf. Parce que j'ai appris sur Germinal. Je recommanderais pas aux gens de commencer par monter une agence s'ils veulent monter une boîte tech. Ok. Mais moi, j'ai été obligé de passer par là parce que je venais tellement loin.
Enfin, je le rappelle, moi, quand j'ai monté Germinal, j'avais fait 9 mois dans un espace de coworking, j'étais payé à 24K. Je savais le terme growth hacking, je l'ai appris à l'époque. Enfin, tu vois, The Family, growth hacking, je l'ai appris pendant mon premier taf. J'étais pas du tout dans l'écosystème parisien. T'es un autodidacte? Ouais, je pense qu'on peut dire ça. Bah, moi, En tout cas, sur le gros. moi, je suis fort en maths et en droit, quoi. Donc, autant dire que le growth. Oh, il y a un petit esprit de logique quand même. Ouais, il y a un petit esprit de logique, mais non, mais j'ai jamais fait de master entrepreneuriat, j'ai pas été en école de commerce, j'ai pas. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que t'as pas. Le bouquin que j'ai coécrit avec Frédéric Cadet sur le growth hacking, qui s'est vendu à plus de 10 000 exemplaires, il a fait 90% du boulot, je tiens à le préciser. Merci Frédéric. Et Ça veut dire que c'était pas 90-10 en termes de part. non, trop sympa, on a fait 50-50 en plus sur, ouais, du coup, les droits d'auteur, on a fait 50-50, je suis en mode, mec, t'es trop sympa, il est trop sympa. Et là, tu vois, c'est pareil, bah, en fait, je me suis retrouvé à écrire ce bouquin qui a été, à l'époque, enfin, en fait, à la base, on était 4 co-auteurs. Et les 2 du milieu ont abandonné. Et du coup, moi, je devais juste écrire une toute petite partie du livre sur des petits trucs de spécialité que j'avais, landing page, Facebook Ads, où j'étais assez bon. Et c'est trop drôle parce que du coup, je me suis retrouvé à écrire ça et à la fin, le bouquin a hyper bien marché. Ça m'avait donné une légitimité pour donner des confs. Parce que ce que les gens savent pas, c'est qu'en fait, Germinal, quand on faisait du service, c'était pas le LinkedIn, notre levier d'acquisition principal, c'était les conférences que je donnais devant les corpos. C'est comme ça qu'on a signé un tiers du CAC 40. Ok. Mais attends, justement, là, on parle de com. Très rapidement, on va juste parler de LinkedIn. On a vu qu'il y a eu un très bon timing. Moi, je veux juste parler de la com. La perception que j'avais de l'extérieur, c'est que tu parlais vrai et tu parlais authentique. Alors, je parlais vrai, mais je disais des grosses conneries quand même. Ouais, mais c'est le fait mais que j'y croyais. Tu dises des conneries qu'en gros, genre, ok, je suis pas là pour me prendre au sérieux. On est sur LinkedIn, par contre, comme un autre réseau. Ce que je disais. Ok. Mais c'est le problème de la machine où tu finis par oublier pourquoi t'es là. Ouais, et te dire en fait, je crois ce que je dis et je sais ce qui est bon pour mon audience en termes d'audience et je finis par dire des choses à mon audience et à le faire. Tu vois ce que je veux dire? Tu finis par faire des choix entrepreneuriaux qui vont te permettre de faire des bons posts LinkedIn. Ouais, c'est. Non mais vraiment, j'en étais là. Ouais, bah il y a des trucs que j'ai mis sur LinkedIn avant de l'annoncer à l'équipe. Arrête. Si. Genre j'annonce un lancement de produit sur LinkedIn, je fais c'est dur pour l'équipe. mes likes et tout et j'arrive en réunion et les gens me disent mais mec, c'est quoi ce truc que t'as annoncé? Tu regrettes ça? Non, mais c'est un truc de con, ça. Okay. Bah ouais, bien sûr. Moi, ma question est toute conne. Est-ce que le tracteur, tu signais souvent avec le tracteur? Le tracteur, c'était ta marque de fabrique, en tout cas, l'emoji. C'était mon emoji, ouais. C'est politique ou pas? Mon tracteur, non, c'était mon côté paysan, parce que, tu sais, moi, mes grands-parents, ils ont bossé, mes 2 grands-pères ont bossé chez Vika. Il y en a un qui est mort, d'ailleurs, sur les chantiers. Genre, on est très dans la famille, mais moi, j'ai personne, dans mes parents qui ont dépassé. Alors, mon père, après, a fait une formation, plus tard, etc., mais personne n'a dépassé le bac. Ok. Donc moi, ce côté, moi j'ai vécu à Vif dans la campagne. Mon grand-père, il avait un champ, on allait ramasser les œufs des poules. Donc c'est une dédicace à des personnes qui sont parfois oubliées. Ouais, et moi vraiment le tracteur, c'était le côté, il y a les fusées, les gens ils vont dans l'espace, mais moi je suis sur Terre et je vais doucement, mais c'est puissant, tu vois. Okay. Et en fait, à la base, le tracteur est venu on était allé dans une retraite et en fait, il y avait un tracteur avec une remorque et je m'étais mis sur le tracteur et le mec m'avait dit, on avait mis toute l'équipe dans la remorque et on avait fait un tour du champ avec. Et à la base, c'est ça d'où est parti le délire. Putain. Mais moi, le tracteur, ça me ressemblait, tu vois. Je vois ça dans le tracteur, mais je vois aussi, moi, la première chose que je voyais. Justement... après, le lien avec Germinal. Non, mais il y a la fusée aussi, et il y a l'idée de se dire, bah, vous voulez prendre la fusée, aller sur la to the moon, tu vois, c'était ce qu'on te disait en startup. Bah, moi, je vais aller très lentement, mais beaucoup plus sereinement avec mon tracteur. Ouais. J'avais l'impression que c'était ça. C'est pas serein, mais ouais, c'est. Après, il y avait le jeu avec Germinal, tu sais, Germinal, c'est le mois de la croissance dans le calendrier révolutionnaire, ça finit sur l'éclosion et tout. Le bouquin. Mais oui, mais il y avait un peu tout ça et du coup ça me représentait bien. Mais aujourd'hui, si je devais trouver un emoji, tu vois, je sais que je suis plus tracteur. Je sais pas ce que ce serait mon emoji. D'ailleurs, je creuse, je traverse une crise d'identité. Hein. On voit les lunettes que j'ai. Hein. On sent le mec qui essaie de se trouver. Ah, je mettrais un. Mais la singularité de retrouver ma singularité, tu vois. Parce que Germinal, c'était une phase de ma vie et j'ai pas retrouvé ma nouvelle phase. Je mettrais un mec dans la lune, un rêveur. C'est pas péjoratif, au contraire. Et je t'en avais parlé. Tu m'avais dit que tu t'y identifiais. Donc, je pense que tu as des rêves et que tu les as pas encore réalisés. Un des rêves que je pense que tu as réalisé, tu vas me dire, bah, c'est pas un rêve, c'est un projet parce qu'il est en cours. C'est Only Dust, ta dernière boîte. Ouais. Raconte en 30 secondes et je vais t'amener sur un truc tout con qui fait le lien avec LinkedIn. Tu parles plus sur LinkedIn. Bon, tu me réponds, ça fait plaisir. Par contre, t'as changé de game, t'es sur YouTube. Ouais, alors après, YouTube, c'est vraiment... on va y venir. On va dire, c'est plus une activité secondaire, un truc que je fais quand j'ai le temps, mais c'est cool.
Et je le fais plus du tout avec la même pression que LinkedIn, etc. Et c'est pour ça que je pense que je me fais plaisir. Et là, j'ai trouvé mon moyen d'expression. Donc l'enjeu est pas de faire du lead gen. Non, je zéro lead gen. Okay, ça me pas a apporté Okay. 2 projets open source. C'est autant qu'on a en 1 heure chaque jour. Enfin. Mais je suis sûr et certain que tu as trouvé un terrain de jeu où tu peux exprimer ton autre. Voilà, exactement. Et ta folie. Ma singularité de façon un peu ce côté brut et singulier, en essayant d'aider les gens. Et j'aime bien. Tu dis d'aider les gens, donc le but c'est qu'ils s'identifient aussi à toi. Pour certaines personnes qui sont pas dans les clous. Bah en fait j'ai 2 choses. La stratégie sur YouTube, c'était déjà redorer. Pour être honnête, c'était redorer mon image. Ok. C'est-à-dire montrer aux gens que j'étais pas juste un shit poster LinkedIn. Les gens ils me disaient gros t'étais influenceur, tu faisais péter un câble aux gens, tu vois. Ils disaient ouais des fois tu disais des trucs intéressants, mais en gros tu faisais péter un câble aux gens. Et du coup je voulais montrer aux gens que j'étais capable de faire du contenu qui était moi en fait, moi aujourd'hui. C'est-à-dire qui a des insights à partager, qui est brut. Et tu vois, j'avais beaucoup de gens, quand ils regardaient mes podcasts, après avoir vu mes posts LinkedIn, me disaient putain, j'ai pas reconnu le Grégoire des posts LinkedIn dans le podcast. Ah ouais. Et là, je pense que si tu regardes mon contenu YouTube et que tu viens regarder ce podcast ou que tu l'écoutes, tu te diras, ouais, c'est le même mec. Same, okay. Same, tu vois. Après, il y a une posture un peu différente entre quand je suis tout seul à parler devant mon ordi et quand une interview, c'est pas le même modèle, mais tu vois l'idée. Et quand tu dis juste aider, qu'est-ce que tu veux fournir à travers toute cette com et Du coup, j'avais restauré mon image, pour être honnête. Enfin, c'était un truc important dans ma tête. Restaurer mon image, me montrer que j'étais capable d'avoir une audience de gens intéressants. Okay. Parce que j'ai réussi plusieurs fois de revenir sur LinkedIn avec du contenu intéressant, et d'ailleurs ça marchait pas, tu les as même pas vus. Il y a plein de gens qui m'ont dit tu postes plus depuis 2 ans. J'ai posté, mais juste je faisais pas de reach, quoi. Je faisais 10 000 de reach par post, donc en fait les gens le voyaient pas. Donc je voulais restaurer mon image. Je pense que la première motivation c'était de me montrer que j'étais capable, avec mon expertise et en étant moi-même, de toucher une certaine audience, même si c'est une audience de niche. Et l'audience, elle est sur quoi, juste l'audience, c'est l'entrepreneuriat, c'est les entrepreneurs qui ont de l'ambition en France et qui se sentent. Bon, mon persona cible, j'ai 3 personas. C'est moi avant de lancer Germinal, c'est moi 2 ans après le lancement de Germinal, et c'est moi il y a 4 mois, quoi. Donc il y a 6 mois qui affilié à la tech. Voilà, toujours affilié à la tech, toujours à l'entrepreneuriat, et juste et dans ma tête, je me dis, je fais soit pour Grégoire d'il y a 7 ans, soit pour Grégoire d'il y a 4 ans, 5 ans, soit pour Grégoire d'il y a 6, 9 mois qui se posait des questions sur SF. Et chacune de mes vidéos, elle est pensée comme ça. Okay. Et je me dis à quel Grégoire je parle, et je me dis qu'est-ce qu'il aurait aimé savoir, et du coup j'adapte mon contenu. Tu balances des conseils ou c'est du retour d'expérience? C'est retour d'expérience avec des conseils, mais c'est toujours basé sur des vrais cas, des vrais trucs où je. Okay. Et tu nuances ou pas? Ouais, oui, je fais l'effort j'essaie de dire des trucs vrais en tout cas. Est-ce que t'es du genre à dire je donne ce conseil, mais franchement l'appliquez pas comme ça, quoi. Allez vous renseigner avec plein d'autres sources de. En gros, est-ce que non, je pense du principe. T'as envie d'être une source de conseils pour des. Non, j'ai envie d'être une source de conseils, mais j'ai envie que les gens se rendent compte que oui, qu'il y a pas que moi, quoi. Ok. Et non mais ça corrobore. Mais j'essaie quand même d'avoir de la nuance pour faire que j'essaie. D'ailleurs, par exemple, quand j'ai pas d'expérience sur un sujet, j'en parle pas. Des fois, je vois qu'il y a un bon sujet, mais je me dis je sais pas assez de trucs là-dessus, j'en parle pas. Même si tu te documentes, tant que t'as pas expérimenté. Parce que je trouve que c'est du bullshit de se documenter. C'est que des trucs que j'ai vécu. Donc quand tu parles, c'est pas pour servir ton audience juste et dire voilà, en ce moment il y a une trend, je vais parler là-dessus. Non, il y a des. Par exemple, je sais que ça marche hyper bien. Héritage. Sur l'infoprenariat. Je sais que ça marche vidéo sur l'infoprenariat. C'est sûr. Critiquer l'infoprenariat, c'est un sujet qui marche trop bien. C'est sûr. Et bah j'en fais pas parce que j'ai pas d'insight. Donc en fait, je vais dire quoi? Je vais trouver d'autres trucs, je vais faire une vidéo creuse, j'ai pas d'insight, bah j'en parle pas. Ok. Et voilà. Okay. Après, tu vois, j'ai un truc sur les. Ouais, non, il y a ça. Et après, la dernière. Attends, YouTube, parce que j'étais en train de dire que j'avais 3 raisons. Non, t'as dit les 3 personas, en tout cas. Non, mais à qui je m'adressais et pourquoi je l'avais fait. Et en fait, c'était me montrer que j'étais capable de le faire. Ah, donc c'était un challenge aussi. Ouais, c'était un challenge perso, c'était redorer mon image. Là, et le dernier, c'est partager. Voilà, c'était ça, c'était vraiment me dire. Retransmettre. J'ai envie d'aider. Ouais, en fait, t'as raison, j'ai répondu, mais j'ai envie d'aider les 3 Grégoire et de transmettre. Et ça me fait tellement plaisir quand un mec m'envoie un message ou un email. D'ailleurs, désolé, j'ai plein, j'ai 500 emails dans ma boîte que j'ai pas checké. Pas toujours. Passer par LinkedIn. Mais non, LinkedIn non plus, là, je check plus rien. Non, mais là, c'est pour ça que je fais plus de vidéos. Quand je fais plus de vidéos, c'est que. Et là, je t'avais dit, ok, donc j'annule jamais les gens au dernier moment, mais. C'est gentil. Non, mais je trouve que c'est tellement horrible, mais. Non, parce si que tu m'avais demandé il y a 10 jours, je t'aurais dit non. Là, surtout que t'es en jet lag. Non, mais là, je suis avec les rames, là, je t'avoue que c'est un peu chaud, là. C'est pour ça que je fais plus de vidéos. On verra s'il y a encore de l'énergie dans quelques minutes. Mais voilà, et du coup, non, c'était partager, aider les gens et me dire bah voilà quel contenu j'aurais bien aimé voir et quand j'ai des retours du coup de gens par email et qui me disent bah du coup ça m'a poussé, il y a un mec qui m'a dit je vais venir à San Francisco parce que j'ai vu tes vidéos, en vrai il y a rien qui me fait plus plaisir, tu vois.
est-ce que ces vidéos-là permettent aux gens de s'intéresser à OnlyDust? Et je crois qu'il Pas est du tout. temps que tu pitches. Ah oui, non, pas du tout. J'en ai parlé dans une vidéo. OnlyDust, en gros, ce qu'on fait, c'est la collaboration. En fait, on essaie de se dire si aujourd'hui on devait réinventer la collaboration dans l'open source. L'open source, en gros, 90% du code est créé open source, Internet, l'AI, tout repose sur de l'open source, sur des librairies, et il y a différents types de projets. Il y a des petits projets avec 3-4 mecs qui sont utilisés par quelques milliers de personnes. Il y a des projets de taille intermédiaire. Il y a des très gros projets avec des fondations qui gèrent la gouvernance, avec des acteurs, ce qu'on appelle des gros industriels, etc. Ça peut être des Google, qui mettent des développeurs à disposition. Il y a l'open source, il y a vraiment plein de choses. C'est pas juste des mecs tout seuls dans leur coin. Et nous, on essaie de s'attaquer aux gens du milieu qui sont des gens qui ont un gros projet, mais qui ont pas le support de Google, d'Amazon, de Linux Foundation. Et ça représente des centaines de milliers de projets, mais qui sont pourtant utiles à des milliers, des dizaines de milliers, des millions de personnes, même dans certains cas. Et ces gens-là, en fait, on les aide à se connecter avec d'autres contributeurs, d'autres gens avec qui ils peuvent bosser, à se dire, OK, si on devait réinventer la collaboration, ce que je disais, de ces gens-là, sur laquelle la tech mondiale repose, globalement, je pense qu'on peut le dire, qui sont souvent non payés. C'est ceux qui font de l'open source. Ouais, la plupart du temps, ils font ça le week-end, etc. Un peu à la VLC à la base. Ouais, exactement. Okay. Et t'as Linux, etc. Et Linux, c'est un mauvais exemple parce que maintenant, il y a Linux Foundation, Linux, ils ont gouvernance. Pas du tout. Mais maintenant, ils ont pas enfin, après, ça, c'est maintenant, ils ont des sponsorships, etc. Puis maintenant, Linux Foundation, ça fait 350 millions de revenus par an parce que ils gèrent plein d'autres projets. Je te dis, avec des industriels, c'est vraiment la dernière catégorie. Mais tous ces projets du milieu de tableau, là, qui sont les plus dynamiques, et qui ont pas cette grosse gouvernance avec des grosses boîtes. En fait, on veut les aider à collaborer avec leurs contributeurs et on veut les aider à collaborer à l'heure de l'AI parce qu'en fait, le problème de l'heure de l'AI, c'est que faire du code, c'est beaucoup plus rapide. Donc, tu peux coder beaucoup plus vite. Du coup, les maintainers, ils se retrouvent, donc les gens qui gèrent des projets open source avec du code parfois de très mauvaise qualité, ils se disent pourquoi est-ce que je coderais pas tout seul? Et en fait, là où l'AI devrait les aider à collaborer avec les autres, aujourd'hui, ça leur donne plutôt envie de faire ça tout seul. Et le problème de l'open source, l'open source sans collaboration, en fait, ça marche plus. L'open source juste pour être transparent, ça marche plus. Et on essaie de régler ce problème. On en parlait un petit peu, j'ai des bribes encore. En gros, on veut concurrencer GitHub, juste. Qu'est-ce que t'as dit? Non, mais le résumé, c'est ce que GitHub aujourd'hui fait dans l'open source, l'a construit il y a 15 ans. Aujourd'hui, on veut le construire à l'ère de l'AI aujourd'hui. Et en fait, à terme, notre mission, c'est de dire, aujourd'hui, les gens, ils collaborent sur GitHub pour l'open source. Demain, ils collaboreront sur OnlyDust, quoi. Ça reste des ingés ou pas, tes interlocuteurs? Oui, c'est que des ingés. Ouais. Mais ils vont plus coder. Le but, c'est qu'ils passent moins de temps sur le code. Non, non, ils vont continuer à coder. Mais en fait, comment est-ce que tu réinventes la collab à l'heure où le code, c'est comme ça, quoi? Et en fait, sur des sujets très complexes, le code, c'est pas comme ça, parce que tu as des sujets de sécurité. Mais tu vois, quand tu réfléchis à la doc, à comment tu sélectionnes le contributeur avec lequel tu bosses, au système de rémunération grâce au sponsorship, à la gouvernance, quand tu repenses tout ça à l'heure de l'AI, tu te dis, ouais, il y a pas mal de choses qu'il faut changer, quoi. Et du coup, on y va brique par brique, tu vois. Tu vois, par exemple, un truc qu'on espérait, là je te le dis parce que c'est pas encore sorti, pour te donner un exemple concret, c'est les équipes vont kiffer. Quand tu contribues à l'open source, comment est-ce qu'on arrive à faire que les gens qui contribuent à l'open source, ils puissent avoir du compute, l'accès à des outils de code gen de haut niveau gratuitement, par exemple. Qu'est-ce que t'appelles code gen? Cursor, etc. Tu vois. Comment est-ce que ces mecs-là, ils peuvent contribuer à l'open source et ça fait un cercle vertueux où ils contribuent à l'open source avec des nouveaux modèles. Et ils peuvent faire des feedbacks sur ces nouveaux modèles parce que comme le code est open source, du coup, ça donne de la donnée et du coup, ça aide les modèles à s'améliorer parce qu'ils ont les feedbacks de gens qui font de l'open source. Enfin, par exemple, comment est-ce que tu mets en place ce cercle où les gens utilisent des nouveaux modèles, des nouveaux LLM, contribuent à l'open source, font des feedbacks. Cette donnée-là, tu la donnes aux mecs qui créent les LLM pour modifier les LLM et l'améliorer. Et du coup, la contribution open source devient plus facile, les LLM deviennent meilleurs et du coup, on arrive à faire progresser la technologie plus vite. Et ça, aujourd'hui, tu vas mettre en place ce cercle. On bosse dessus, mais je pense qu'on est les seuls, quoi. C'est qui tes cibles et tes clients quand tu nos clients, ça c'est aller voir des Jules, des OpenAI avec Codex, des Cursor, etc., quoi. Ok. Et aujourd'hui, et là, donc ça, c'est vos clients. C'est les mecs avec qui on commence à discuter. Ouais. Ok, d'accord. Jusqu'à maintenant, là, on a un business model qu'on utilise aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de devs qui viennent sur la plateforme pour trouver leur projet open source. Et du coup, ce qu'on fait, parce qu'on a des projets, là, on va mettre des projets sur des voitures autonomes. Donc ça, pour c'est du référencement au début? Ouais, en gros, c'est ça. En fait, on a indexé, on a récupéré le milliard de repos qu'il y a sur GitHub. Okay. On a fait beaucoup de machine learning, et ce qui fait que quand tu viens, on est capable de te proposer un projet. Et on organise des waves tous les mois, en fait, où il y a des maintainers disponibles qui disent je suis disponible, on peut discuter, on peut commencer une collaboration maintenant. Il y a des quoi, t'as dit? Des maintainers, j'ai dit. Des gens qui gèrent des projets open source. Okay. Et on appelle ça sur des waves, donc des vagues. En gros, tous les mois, on lance une vague où il y a des gens qui gèrent des projets open source qui vont être matchés avec des contributeurs avec notre algo de machine learning. Tu vois bien que je viens pas de ce milieu.
Donc, c'est Voilà, pour ça exactement. Non, mais que je vulgarise un peu. et du coup là pour l'instant c'est ce qu'on fait. Et en fait, comme je te dis, on y va étape par étape quoi. C'est quoi la suite de l'IA? Et si je te pose cette question, c'est quoi la suite de l'IA pour le code? Bah, Comment ça va réinventer un petit peu notre marché Pour moi de la tech globale? Pour moi, l'IA, il y a deux choses. Il y a la génération et la vérification. Et en fait, la génération, elle est faite par le dev, par le LLM, et la vérification, aujourd'hui, elle est faite par un humain. Et en fait, tu as des domaines où la vérification, elle doit être bonne à 100%. Par exemple, la sécurité. Est-ce que tu as envie de risquer qu'un avion, Non. il soit vrai à 99,9%, tu vois? Non, t'as pas envie de mourir. Par contre, que du code, sur du front, soit juste à 90% et qu'un humain fasse passer à 99 en quelques minutes, t'es totalement ok. Parce que si y a un bug sur le front, tu vas pas perdre de l'argent, tu vois, enfin, il devrait pas avoir de problème de sécurité, etc. Bon, après, il y a des sujets, machin, sécu, mais whatever. Et du coup, dans la santé, pareil, ça marche pas. Et du coup, aujourd'hui, l'IA, en fait, c'est un être humain. En fait, aujourd'hui, l'IA réfléchit comme un humain, mais c'est un humain qui a une mémoire infinie. Tout ce que tu lui as dit, il s'en souvient, qui a accès à toute l'information du monde et qui a des putains d'hallucinations. Qui prend des champis, tu vois. Et du coup, t'as un mec face à toi qui a accès à toute l'info, qui se souvient de tout ce que tu lui as dit et qui prend des champis. Mais qui est pas Et comment est-ce que tu manages un mec et qui est éveillé 24 heures sur 24? C'est parce que donc c'est pas la faute du LLM, c'est la faute de la data qui est fournie qui est pas. Je sais pas, je pense que c'est le problème des modèles aussi quand même. Oh, ok, donc il y a un sujet de modèle. Ok. Et du coup, tu bosses avec des gens comme ça. Et du coup, est-ce que tu as envie, quand tu vas voir un docteur, que le mec, il devant toi, il ait une alu et qu'il te dise qu'il y a un truc qui n'existe pas? Du coup, c'est un jeu de vérification. Mais quand tu fais du code, par exemple, front, l'enjeu de vérification, il est beaucoup moins important, tu vois. Et être juste à 90% ou à 95%, c'est largement bon. Alors que dans la santé, ça l'est pas. C'est que c'est une application un peu de la loi de Pareto, non? Le 80-20 par mois. Ouais, il y a ce 80-20. Et ouais, non, mais il y a un truc comme ça. Et du coup, bah, dans le code, ça marche hyper bien. Le fait d'être bon à 80-90%. Parce que bosser avec des ingés qui ont une mémoire infinie, etc., mais qui prennent des champignons, c'est totalement ok, tu vois. Et du coup, tu as cet enjeu de vérification. Et je pense que l'avenir, c'est qu'en fait, les LLM vont coder à un niveau d'accuracy qui va être de plus en plus haut. Et en fait, les humains, ils vont juste être là pour manager, vérifier. Mais pour vérifier, il faut savoir ce qui se passe sous le capot. Tu peux pas vérifier si tu sais pas. Et c'est le problème du vibe coding. C'est les mecs qui font des trucs, des apps, mais en fait, ils savent pas ce qui se passe. Du coup, quand ça marche pas, ils savent pas quoi faire, tu vois. Et du coup, moi, je pense que ce cycle-là, il va accélérer. Et d'ailleurs, les meilleurs ingés aujourd'hui dans la vallée, c'est qu'ils font des boucles de plus en plus petites où ils génèrent du code qui peut vérifier très vite. En fait, ils génèrent très très souvent du code qui vérifie. Ça change la manière dont tu bosses, quoi. Complètement. Mais ça va pas remplacer non plus ton job. On va juste recalibrer. Bah, ça va remplacer tous les ingés qui s'adaptent pas. Et les ingés qui s'adaptent pas, il y en a beaucoup. Genre, mais beaucoup. Mais ça, c'est l'humain. Enfin, Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les meilleurs ingés, ils partent à une vitesse, mec. Mais je voulais juste expliquer cet enjeu. Donc je disais génération, vérification. Et dans le code, et dans le marketing, tu vois, où tu peux te permettre d'avoir des taux à 90%, et même si tu vérifies et que tu laisses passer une erreur, c'est ok, et ça se vérifie assez vite et assez bien, bah en fait, ça marche trop bien, c'est le futur, quoi. Et justement, t'as fait ton site avec, si je me trompe pas? Ouais, on a tout. Non, il est pas encore. Ou s'il sera live. Si, non, bah il est live, il était live depuis. Bah, le nouveau sera live. Maintenant, on y non, quand tu me l'as montré, c'était pas toutes les 2-3 semaines. En tout cas, si vous allez sur l'app aujourd'hui, donc onlydos.com et vous arrivez sur le site. On a regardé avec Paco, on a 99% du code qui est écrit pas avec du LLM. Okay. Attends, ok. Sur le front. Donc pas 90 puis 10 d'humain. Ah non, pas. Bah non, mais alors pour le front, ça marche très très. Mais non, mais alors parce que ce que fait Paco, c'est que quand il voit que c'est faux, il demande au LLM de corriger. Il l'écrit pas lui-même à la main. D'accord. Ce que je te dis, tu fais ce cercle. Pour qu'il le corrige. Donc il y a cette erreur, mais du coup, en 2-3 itérations, 4 itérations, tu peux arriver à du code qui est juste à 99%. Et on a Samy qui est dans l'équipe, qui lui dit, je fais, comme à la base c'est un dev front, il fait toujours 20% à la main, parce qu'il dit des fois à la main je vais vite. Mais il dit ça baisse, et Paco fait plus de code que Samy, donc on estime qu'on est... je dis 99, c'est plutôt 97, mais je trouve que 99 c'est stylé. Paco, il fait de la résistance ou pas? Non, sur le full IA. Non, c'est mon cofondateur, Paco. En fait, à la base. Non, mais vu que c'est un gars manuel un peu, je sais qu'il y en a qui préfèrent non, avoir. Justement, lui, il est pas manuel. Et lui, ça le saoulait. Et lui, en fait, il connaît. En fait, Paco, c'est le profil parfait. Il est fort en product. Il connaît tous les fondamentaux techniques. Il sait comment ta mémoire, elle marche sur ton putain d'ordi. Il faisait de la cybersécu, il faisait des pen tests. Il a attaqué le site de sa mairie depuis la médiathèque à 16 ans, il l'a fait tomber. C'est un psychopathe. Et il a pas eu un job à la Mais par contre, il sait pas comment coder avec d'autres développeurs.
tu vois, les bonnes pratiques de code pour coder avec d'autres développeurs, bosser dans des équipes larges et tout, il sait pas faire ça. Il sait coder, mais il connaît pas les. En fait, 90% du taf d'un développeur, c'est comment je bosse avec d'autres développeurs. Donc c'est la collab. Enfin, j'exagère 90, mais peut-être 70, 80. Et lui, là, il dit, bah, on est deux, donc j'ai pas besoin de savoir ça, et j'utilise un M. Et du coup, lui, il est complètement sous stéroïde. Et en fait, là où avant, quand il fallait écrire à la main, bah, un dev était 2, 3, 4 fois plus rapide que lui. Et du coup, comme les devs allaient beaucoup moins vite qu'aujourd'hui, il fallait qu'il y ait plusieurs devs. Et du coup, le fait qu'ils sachent pas collaborer, c'était un vrai sujet. Aujourd'hui, il a une équipe de 2. La collaboration, c'est plus un sujet parce qu'au lieu d'avoir 15 devs, tu peux faire avec 3. Du coup, ce qui le ralentissait, le rendait moins bon, a disparu. Du coup, c'est le genre de mec il a 10x. C'est ouf parce que la conclusion, c'est de dire que vous êtes capable, là je le redis, mais on en avait parlé avant, et on va faire un lien avec Watt, avec ta boîte, Ouais. en interne. Vous faites beaucoup plus avec beaucoup moins. Ah, mais c'est insane. Vous êtes combien aujourd'hui? On est 9. 3,8 millions de CA? Ouais, là derrière. Au bilan comptable. C'est quoi? Il y a des nuances ou non? Non, c'est c'est ça. 3, non, mais je dis à ARR machin, 3,8 millions. Le bilan comptable qui va être publié, c'est 3,8 millions d'euros. J'aimerais savoir, t'as dit qu'en un an, vous voudrez faire x3. En tout Ouais. cas, c'était Ouais, on va l'ambition. Peut-être que je On va voir, revu à la on va hausse. C'est combien de personnes qu'il faut que tu embauches pour arriver à ça? Je sais pas, une, je pense. C'est tout? Peut-être 2, ça se passe mal. C'est ça la scalabilité? Bah, c'est ça, les nouvelles boîtes, ouais. Ok, c'est les nouvelles normes? Ah, bah, pour moi, c'est la norme, hein. C'est la norme. Après, il y a toujours des boîtes où tu as besoin d'avoir beaucoup de people. Genre les agences. Ouais, moi, je suis dans une boîte où il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de people. Ok. Et juste, on a designé la stratégie pour être focus et avoir peu de gens. Moi, mon ambition, c'est de faire une très grosse boîte à peu de gens. Et d'ailleurs, je pense que un truc qui va se généraliser, c'est ce qu'on appelle les one-run companies. C'est un terme qui vient de moi. C'est peut-être pas mon concept, mais en tout cas, c'est de dire, tu fais un tour de table au début, tu recrutes ta team, t'es profitable très très vite parce que t'es peu nombreux et après tu grossis très très fort. Ok. Et en fait, après, tu vends que pour faire du secondaire. C'est-à-dire, tu vends des parties de ta boîte pour dérisquer. Mais moi, je pense que dans 10 ans, il y aura 80 ou 90% des boîtes qui aujourd'hui font plein de tours de table qui juste n'en feront plus et qu'en fait, il y aura juste du seed et de la série A. Donc toi, vous avez déjà levé là? Ouais. Et en fait, la boîte est assez vieille parce qu'on a beaucoup itéré. La boîte a 3 ans et demi. Okay. On a beaucoup itéré avant d'en arriver là où on était. Ok. Et ouais, on a fait 2 tours de table. On a levé 2,5 millions à 10 millions pré-monnaie et après on a levé 3 millions à 20 millions pré-monnaie. Putain, c'est rare d'être aussi transparent. T'as pas cash out encore? Non. Par contre, si j'ai bien compris, il n'y a pas d'ambition de relever, c'est que du secondaire. Non, là, il n'y a plus besoin. Là, c'est bon. Bah, peut-être qu'on va en relever si à un moment on se rend compte, mais on lâchera pas 20% du capital, quoi. Ou alors, si on a besoin d'avoir des énormes coûts, genre en compute, c'est possible. Qu'à un moment on se rend compte qu'on a besoin d'avoir des énormes coûts et que notre BFR on peut pas encaisser ça, quoi. Notre besoin en fonds de roulement, on a trop de dépenses, le revenu il arrive trop tard derrière, etc. Et il y a toujours des boîtes où c'est important de faire des levées de fonds successives. Je veux dire, ça existera toujours. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a 80% des boîtes qu'on connaît qui le font et qui, dans le futur, le feront plus. Moi, quand je vois aujourd'hui un CEO d'une boîte et je lui dis qu'est-ce que tu as changé dans ta stratégie, dans ton équipe tech avec l'IA et qui me dit ouais, bah, ça accélère un peu l'équipe, je dis mec, t'as la ramasse complet. Quelle que soit la boîte, là, pour le coup. Franchement, dans 80%. Surtout quand t'as un produit. Désolé, je donne des pourcentages. Non, c'est juste pour illustrer aux gens parce que si je dis oui, ça dépend des cas. Mais bref, mais dans 9 cas sur 10, pour moi, c'est un gros red flag. Ça fera des beaux reels sur Internet. Non, et puis même des gens qui disent ouais, je fais du back-end et tout. Je dis oui, tu fais du back-end, mais me dis pas que. Enfin, moi j'ai des potes qui font du back-end. Il y a des changements. Nous, par exemple, on n'utilise plus Figma. Ok. Nous, maintenant, on ship nos maquettes. C'est du front en production sur une branche séparée. Donc via ton LLM, et c'est lui qui. Ouais, et du coup, il fait des itérations, etc. Le truc, et moi, quand Paco m'envoie une page pour un avis, c'est un truc qui est live, quoi. Alors qui est pas live sur notre app, qui est live sur un sous-domaine, mais que je peux cliquer, je peux me balader. Et genre, c'est plus avant, il m'envoyait des Figma, maintenant il m'envoie un truc, je peux cliquer, je peux tester des interactions. Et si je lui dis que c'est bon, il modifie, hop, il pousse ça en prod, quoi. Donc c'est beaucoup plus rapide. Bah oui, il dit pourquoi je passerais par une étape intermédiaire alors que c'est quasiment aussi rapide. Si j'ai bien compris une chose, mais bon, on parle des ingés, des devs, mais je pense que c'est la même chose pour tout le monde. On est à une ère où il va falloir se réinventer de manière à chaque crise, chaque opportunité. Il faut se réinventer. Moi, j'ai une question et on va parler de ta femme. Oula. Gros sujet. Ça va, t'as pas mal regardé à ce moment-là, donc je peux y aller. Non, tout simplement. Allez, j'ai compris une chose récemment, en tout cas, je considère ça. Je veux savoir si tu partages ça et si tu peux nous parler un petit peu de l'exemple de ta femme. Je considère qu'à part les jobs très techniques, moi aussi, je vais utiliser des pourcentages. Ouais. Je pense que 95, en fait, peut-être qu'il est plus bas que ce que je pense. En réalité, c'est peut-être 98% des jobs de cette planète. Si tu as la tête bien faite, bon, et un petit peu d'envie, en 6 mois ou 1 an, tu peux les apprendre. Maintenant.
Maintenant, ouais. je pense. T'es d'accord ou pas? Et après, raconte un petit peu l'exemple de ta femme. Les boîtes où l'enjeu de vérification est pas à 100%. Oui, Non, mais je le redis, plus non, mais le je précise. médical, Les plus enjeux. le juridique. Et aujourd'hui, faut pas se voiler la face. 99% des gens font pas ça. Les avocats, on a un fantasme que les avocats ils vérifient à 100%. Les avocats ils vérifient pas du tout à 100%. Il y a énormément de mauvais avocats qui disent des conneries. Sauf qu'avant, ils perdaient le procès parce qu'ils s'étaient plantés. Et maintenant, ils perdent le procès parce qu'ils ont une jurisprudence. Ils ont ici une jurisprudence qui n'existe pas. C'est déjà arrivé. Ça commence à arriver devant les cours. Ok. Mais je pense que, à part le top 1% des avocats, aujourd'hui, un mec qui n'est pas avocat, Il peut quand il même met apprendre. 12 mois. Il utilise très bien LLM. Je pense qu'il peut être au niveau de Et puis, grandes ils sont entreprises. spécialisés sur un champ d'application. Oui, Donc, non, c'est non, pas tout le code pénal qu'il faut apprendre. Ouais, je te dis, la plupart des. Oui, exactement. Et je pense que c'est pareil pour la médecine, mais le problème de la médecine, c'est que là, pour le coup, il y a des choses, tu laisses passer, le mec il meurt, c'est un peu chaud. Ouais, bah, Mais du coup, voilà. Non, En mais termes du de coup, faits, après, ils tu font peux des- débattre. Et là, j'ai pris des cas extrêmes, mais si tu fais du marketing. Après, il y a un truc, du ça remplace marketing, pas. la grosse, du code. Il y a un truc que ça remplace pas, c'est le goût. C'est-à-dire savoir si une copie est bien écrite, si tu vois Mais ça, c'est savoir. l'expérience. Voilà, savoir si. Et c'est là où tu as besoin d'expérience. Donc tu peux C'est pas apprendre les vite. études. Tu peux apprendre. Non, c'est pas les études. Je suis d'accord avec toi. Et ça, tout le monde. Et ça, c'est de plus en plus valorisé. C'est-à-dire qu'avant, un mec qui avait pas trop de goût, mais qui exécutait vite, il s'en sortait bien. Aujourd'hui, un mec qui a pas de goût, qui a pas l'œil pour savoir si un truc est bien, eh ben, il se fait défoncer. Bah, justement, ta Et meuf, du coup, ta ouais. meuf a pas étudié ça. Non, ma femme, elle, à la base, elle est médecin. Alors, elle dit médecin généraliste, mais elle est médecin généraliste qui travaille qu'aux urgences, donc je peux dire qu'elle est médecin urgentiste. Elle est là à l'heure actuelle, elle est revenue avec toi, pareil. Non. Ah, ok, Elle parce est- que elle tu est à disais, trois ah non, cycles, c'est cet été où elle revient bosser en hôpital, c'est ça? Ouais, après, on est sur un rythme d'alternance où elle revient 4 mois par an pour bosser à l'hôpital en montage parce que ça lui manque trop. Et l'autre Mais là, partie, du coup, là, elle bosse pour une boîte de chez YC qui s'appelle Lucis, tu vois, qui a fait YC, qui était dans une top boîte du batch. Et ouais, alors elle est sur des sujets médicaux, mais elle a appris à utiliser des LLM, etc. Et en 3 mois, elle a progressé. Et maintenant, elle est vraiment calée, quoi. Sur l'analyse de données, les cas où ça hallucine, comment utiliser, comment checker des reports. Après, ses connaissances médicales lui servent. Mais cette partie produit, elle a ramp up à une vitesse de malade. Et en fait, si elle utilisait pas l'IA, qu'elle n'avait pas les leverage l'IA, en fait, il y a aucun monde où je pense qu'elle a fait sans IA, elle pourrait le faire. Mais viens une step avant. Moi, je pense que tu mets plein d'entrepreneurs français qui ont du succès, tu les mets en early stage chez YC, dans une boîte YC. Même eux, je pense, bégayent vis-à-vis des gens avec qui ils vont bosser. Parce qu'on idolâtre aussi les entrepreneurs américains. Et en plus de ça, si tu viens pas de la tech, je pense que Moi, par exemple, je suis mauvais en utilisation de l'IA. Hein. C'est flippant. Non, mais Non, mais pour dire qu'on bégaye, non, mais les jeunes, enfin, la génération qui arrive et les méthodes qui arrivent touchent. C'est un chamboule tout, quoi. bah, c'est quoi, c'est leur capacité Bah, à apprendre et à c'est pas s'adapter, une boîte du coup. comme il y a aujourd'hui, comme il y a 3 ans, quoi. Pas du tout, du tout. Moi, la step, elle est encore avant. Ce que je veux Vas-y, comprendre, excuse-moi. est-ce que le fait que ta femme t'ait côtoyé lui a fait baisser potentiellement des barrières mentales en se disant Ah oui. je peux rentrer à YC dans une boîte tech alors que je Non, elle a résisté au début, ouais. Ah, elle a Elle a résisté. vraiment résisté, elle était en mode non, mais je peux pas donc le ça faire, a je peux pas le faire. infusé quand même. Mais oui, le fait de me dire, de prendre un café, de se dire je vais tenter le truc et tout. Et là, elle est en freelance, tu vois. Elle est full time. Et après, tu sais jamais combien de temps ça va durer parce que, et en plus, ils sont rentrés en France et tout. Mais dans le sens, c'est assez ouf qu'elle soit passée de 1 jour par semaine à freelance. Tu vois. Au début, elle me dit je vais pas y arriver. Et oui, je pense quand même, je suis d'accord que côtoyer le fait d'être là, de se dire c'est possible. Elle aurait jamais tenté ça de sa vie à Grenoble. Est-ce que toi, ça te fait regarder le métier elle fait, qui peut être, tu vois, en France, 15 ans d'expérience, head of, je sais pas quoi. Est-ce que toi, ça t'apporte un nouveau regard là-dessus, en te disant, ok, c'est ta carrière, mais ça fait pas de toi quelqu'un d'exceptionnel parce que tu es à ce poste-là. Je sais pas. Que, en gros, est-ce que tout est beaucoup plus accessible parce que ta femme te l'a prouvé aussi? Je pense que l'IA rend les choses plus accessibles. Mais je pense que le niveau d'expérience et le niveau de drive que je me mets, l'excellence que j'ai fait que je sais que je pourrais pas. Mais aujourd'hui, quand j'ai quelqu'un qui commence et qui me dit oui, j'aimerais bien faire ce métier, mais c'est compliqué parce que j'ai pas les études ou machin, je dis avant, il y avait YouTube. Et maintenant, il y a les LLM, donc vraiment, genre, il y a zéro excuse. Mais c'est drôle parce que toi, tu l'opposes, je sais pas si tu vois, hein, toi tu me parles d'un moyen de t'enrichir intellectuellement sur un sujet. Moi, je te parle pas de ça, moi je te parle juste du fait de quand il y a des gens qui font quelque chose que tu crois Inspire qu'il les est autres. Ouais. Exact, juste ça. Et justement, on va vriller un petit peu, enfin on va arriver, pardon, et c'est la fin, mais plutôt sur les US. Mais je veux comparer ça, je veux essayer de te demander, même aller plus largement, est-ce que tu as rencontré des profils qui n'ont tous rien à voir et qui se retrouvent dans on va dire, dans une place très successful dans la Silicon Valley,
alors qu'en France, on est quand même pas mal à Paris des moutons là-dessus. Est-ce que justement, ça t'a permis de te dire, ah ouais, en fait, le champ des possibles est 10 fois plus large? Ah oui, mais je pense qu'en fait, je comprenais pas ta question parce que c'est évident. Je comprends même pas pourquoi c'est une Eh, question. oublie en pas fait. que je parle à un petit Parisien Non, qui bégaye au non, quotidien. non, mais désolé. Non, mais dans le sens, c'est évident dans mes croyances, tu vois. C'est pour ça que Ok. chacun ses croyances. Mais oui, le fait d'être côtoyer l'ambition et d'arriver là-bas, tu te dis, mais tu peux tout accomplir. Et en fait, le problème, c'est pas quitter, le problème, c'est qui tu côtoies. Et en C'est- fait, qui tu côtoies va déterminer ce que tu vas devenir Ouais. beaucoup plus plus que qui tu es. que qui tu es ou même ce que tu regardes Ouais, sur et je Internet. pense que les choix les plus importants de ta vie, le choix le plus important de ta vie, enfin les deux, c'est avec qui va être ton partenaire, enfin ton couple, dans quelle ville tu vas habiter. Je pense que c'est les deux choix les plus importants et que c'est des choix sur lesquels on réfléchit très peu et on laisse beaucoup de hasard. Le choix de la ville dans laquelle tu habites aujourd'hui, il est pour rejoindre au premier point. Non, bon, le premier c'était ta femme, mais surtout revenir à l'humain de qui tu vas côtoyer. Ah mais clairement. C'est que pour ça. Moi je suis à SF pour me faire démolir la tête. Moi je suis arrivé, j'étais en mode je me plaignais de la qualité des gens en France et je me suis dit c'est tellement français de se plaindre de la qualité des gens. Alors maintenant je me plains de la qualité des gens en France depuis SF donc c'est toujours très français. On quitte pas. On quitte qui pas, on est, ouais, quoi. on quitte pas une équipe qui, ouais, on Non, arrête c'est pas une bon. équipe qui gagne. Hein. Est-ce que Mais non, mais clairement, je veux dire d'être là-bas, ça rewired mon cerveau et c'est drôle parce que quand je rentre en France, au bout de quelques jours, je me remets à manquer d'ambition. très intéressant. Juste de parler avec les gens, de voir la ville, de voir l'énergie, je redescends. Est-ce que à l'inverse, quelqu'un qui a trop d'ambition, et bah, on a cet effet de comparaison où on se dit, je reprends l'exemple des 3.8 où tu veux les passer à 12 et on te dit, gars, faut aller Ouais. chercher beaucoup plus. Est-ce qu'il y a un monde dans lequel tu te prendrais une assez grosse tarte pour abandonner ta boîte ou abandonner tes ambitions? Bah moi, pour moi, mon ambition, c'est que si je retournais à Grenoble pépère, l'ambition que j'ai là pour moi aujourd'hui, elle disparaîtrait en 6 mois. Mais est-ce qu'aux US, il y a un cas de figure dans lequel Non, t'exploses tu en peux vol. pas mais- te relever? Non? Non. Non, bah, si tu fréquentes les mauvaises personnes à San Francisco. Ok. Ou alors t'exploses, mais en fait, si t'exploses, t'as juste la rage. En fait, le problème, c'est que si tu rates et que il y a un syndrome que je vois parmi les gens autour de moi quand t'es à la trentaine, c'est que tu vois tellement de petits jeunes qui réussissent plus que toi, alors que toi, tu grindes et t'y arrives pas parce que t'as pas été au bon endroit au bon moment, t'as un problème de méthodologie ou whatever. Il y a plein de raisons pour lesquelles on réussit pas et des fois, c'est pas la valeur financière qu'on crée est pas toujours égale à la valeur qu'on a en tant qu'être humain. Enfin, Bien pas sûr. toujours égale, n'est jamais égale, mais des fois, c'est un peu corrélé, des fois, ça l'est pas du tout. Et en fait, il y a des gens qui, du coup, finissent par avoir du ressenti, par être frustrés, tu vois. Et du coup, pour moi, il y a deux choses, il y a deux raisons pour lesquelles tu peux ne pas réussir à SF. C'est, bah, en fait, tu fréquentes les mauvaises personnes à SF. Il y a des gens à SF qui sont en mode tranquille, comme partout dans toutes les villes au monde. Et il y a un moment où tu finis par avoir du ressenti, où tu finis par abandonner, tu vois, et rentrer chez toi. Et soit le ressenti, c'est un vrai sujet sur les gens qui continuent, puis qui à un moment finissent par dire, mais les autres, ils réussissent, et ils commencent à dénigrer les autres, à expliquer pourquoi ils réussissent pas, au lieu de juste continuer. Ça t'arrivera pas selon toi? T'as pas le mindset? J'ai eu cette phase à un moment où je me suis mis à dénigrer tout le monde, à dire que le monde était injuste. C'était quand t'étais en bouillie? Non, Avant d'éclore? c'était il y a 2 semaines, genre. Ah ok, quand même. J'ai vraiment une phase en mode, mais en fait, je suis un loser, j'ai 34 ans, je vois des mecs qui montent des boîtes qui valent 100, 200, 500 millions, 1 milliard, 10, 15, 20, 35, whatever, milliards. Et moi, je suis là avec ma boîte, on a fait 4 millions l'année dernière, je suis vraiment une merde, quoi. Et comment qu'est-ce qui a fait évoluer ça? Et à un moment, je suis tombé au fond. Je me suis dit, bah, t'es une grosse merde, bah, toi. Ouais. Si t'es pas content de quitter, bah, toi. Tu sais que ce que tu viens de dire là, t'as dit exactement la même chose au début, sans dire réellement je suis une grosse merde, mais tu l'as nuancé. En fait, ce que tu as dit il y a 2 semaines, de te sentir comme une merde, là tu recommences à remonter la pente, et j'ai presque le sentiment, dis-moi si je me trompe, mais que t'es allé le chercher ce bas-fond. Ah, mais Tu je suis allé. voulais te sentir comme Non, vraiment, je me suis senti drag down, tu vois. Et en fait, au lieu de me raconter des excuses sur, tu sais, de me changer, j'ai pris mon téléphone, j'ai coupé, j'étais en train entre San Francisco et New York, parce que c'était nos vacances avec ma femme, c'est un train trip, 96 heures de train. Et je me suis dit, vas-y, plonge. Va voir ta peur dans les yeux, tu vois. Genre, te divertis pas, tu vois. Prends pas, juste regarde ce que c'est d'être nul, tu vois. De te sentir nul, de te sentir, tu vois. Vas-y, va au bout de critiquer les autres, va au bout de dire que c'est pas ta peau. Vas-y, continue, tu vois. assumant. Je me suis laissé plonger. Et à un moment, je suis arrivé en bas et je dis, bah, ok. Ils sont meilleurs, ils ont plus que toi, ils le méritent pas. Mais qu'est-ce que tu peux faire, en fait? Et j'ai juste envie de dire, c'est pas pour autant que t'as pas baissé les bras. Il y a 2 choses dont on ne va pas parler, mais je le lâche comme ça. Ouais. Tu fais de l'endurance, de l'ultra trail, mais
Ultra trail ou Ouais, trail? je pense qu'on peut dire ultra trail. Bah, au-dessus des 80-100 km, je pense que c'est. Non, mais après, je vais pas t'aimer. Donc, viens, on switch ce sujet. Non, mais je dis ça, genre, vous avez compris, le gars, il cherche Non, mais de l'ultra trail, l'adversité. juste pour dire aux gens ce que tu apprends en ultra endurance en une phrase, Ouais. tu t'apprends un truc très fort en ultra endurance, c'est que ce sera pas toujours pire. Et que même quand t'es vraiment, vraiment, vraiment dans le mal, mais genre vraiment dans le mal, quand ça fait 14, 18, 20 heures que tu cours, que t'es au milieu de la nuit, qu'il y a du froid, que tu commences à avoir froid, en fait, il faut continuer à boire, il faut continuer à manger, il faut continuer à marcher. Faut être en route. Et En marche, en voilà, fait. si tu t'arrêtes, t'es mort. Si t'arrêtes de manger, t'es mort. Si t'arrêtes de boire, t'es mort. Si tu t'assois, t'es mort. Tu peux t'asseoir une minute maximum. Toutes les 20 minutes, c'est le maximum que tu peux faire. Il faut juste continuer à marcher. Il faut souffrir et à un moment, ça va aller mieux. Et te faire ça- douleur, quoi. Et ça, Ouais. ça, je l'ai appris. Et maintenant, en entrepreneuriat, quand c'est dur, je me dis, OK, c'est comme l'ultra. Tu sais, mon cerveau, tu vas continuer, à un moment, ça va aller mieux. Et juste, la pente, elle remonte. Et je veux. Allez, moi, c'est mon petit commentaire. C'est pas un trauma, mais tu te fais quand même très violence dans le cadre du trail. Donc, du coup, l'entrepreneuriat derrière, c'est un peu plus simple par moment, non? Ouais, vraiment. Il y a une chose dont on va pas parler, c'est le fait que tu es nul en anglais à la base et que tu as décidé de t'expatrier aux US. Donc, les gens comprendront aussi la capacité d'aller chercher des challenges. C'était un peu inconfortable. Ouais. Et dernière question, mais qui est la plus importante. T'as un putain de plan politique pour la France. Non, ouais. Je vais boire 2027. Non, mais juste. Non, mais est-ce que la France est un pays de rêveurs? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer ça? Sans rentrer vraiment dans de la politique. Très rapidement, je pense qu'il faut qu'on accepte qu'on a perdu sur la tech, la scène tech mondiale. Et une fois qu'on accepte qu'on a perdu, comment est-ce qu'on fait pour remonter? Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a un pays qui dit non, mais on perd pas, on a encore non, on a perdu, c'est fini. Monter une boîte tech en France, t'as beaucoup moins de chances de réussir qu'aux US. Une fois que t'as accepté ça, comment est-ce que tu crées un système pour qu'on remonte? Et tu vois, par exemple, il y a des pays comme la Pologne, comme l'Italie à son époque, etc., qui ont une stratégie avec leurs expatriés, qui créent des communautés expatriées, qui ramènent de l'argent, qui ramènent des talents, qui créent de la circulation, etc. Et parce qu'ils acceptent d'être derrière et qui sont remontés et qui ont eu des trucs de PIB de ouf. Et nous, le problème, c'est qu'on n'accepte pas. On est dans la résistance. On est dans la résistance à l'idée qu'on a perdu. Et on n'aime pas perdre. Et alors, au lieu de se dire, on a perdu, on est un pays touristique, les gens viennent pour le tourisme. On a par contre des gens brillants, comme partout. On a des écoles qui font on a un très bon système éducatif. On a des gens brillants, un peu trop perfectionnistes, mais comment est-ce qu'on a une proximité avec les États-Unis culturelle? Tu vois, par exemple, qu'on n'aurait pas avec la Chine ou des choses comme ça. Comment est-ce qu'on crée un système où en fait on permet à des Français de créer des boîtes? Et comment est-ce que ces gens qui ont créé des boîtes, on leur donne envie de partager à la France, de revenir, de rapatrier des capitaux, d'investir ici, etc. Tu vois? Comment est-ce qu'on donne envie aux gens? Aujourd'hui, on dit aux gens, vous allez pouvoir créer un champion mondial depuis la France. C'est faux. Depuis la France, on peut créer un champion européen. On peut pas créer un champion mondial. Comment est-ce que les gens qui veulent créer des champions européens, on les aide? Et comment est-ce que les gens qui veulent créer des champions mondiaux, on les envoie aux États-Unis? Tu vois? Et juste parce qu'aujourd'hui, on n'a pas accepté ça, eh ben, on va continuer. On va perdre de plus en plus badly. Et peut-être qu'un jour, on pourra plus se retourner. J'espère qu'on n'y arrivera pas, mais juste une mini question dedans, enfin qu'on n'y arrivera pas à ne pas pouvoir se retourner. Est-ce que vraiment en termes d'histoire, on a une vraie culture, on a un grand tourisme, on a aussi des grands talents, je pense, en France. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que c'est pas si compliqué que ça en fait demain de, je vais pas dire rattraper les US, mais s'imprégner de leur empowerment, donc self-empowerment. Culturellement, on est tellement loin, mec. Tu penses vraiment? Très loin. Je sais qu'on est loin, mais tu crois que moi je sens que c'est plus simple pour nous de rattraper leur mindset là-dessus que pour eux de rattraper peut-être notre culture, notre ouverture d'esprit. C'est pire, 250 ans de culture. Ah, tu penses que c'est... Les mecs en primaire, à la maternelle, ils pitchent pourquoi ce doudou, c'est leur doudou. Tu vois. Mais ça, demain, on le fout. Non, on le fait demain. Non, parce que tous les profs vont résister, tous les parents vont résister, tout le monde va dire que ça se fait pas, que non, c'est les... En fait, tu te rends pas compte de toutes les résistances de toute la société, le rapport à l'argent, etc. C'est des trucs... Notre histoire, okay. Il faudrait réécrire toute notre histoire. Eh ben, écoute, moi, j'en ai rien à faire. Je le dis et le clame haut et fort. J'espère apporter ma pierre à l'édifice là-dessus. Non, mais bien sûr. Non, mais on peut le faire. Attends, ça veut pas dire qu'il faut pas faire. Non, il faut pas abandonner. Et justement, c'est ce que je dis, c'est qu'on accepte qu'on a perdu. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. Et on va y arriver, tu vois. Et on va faire ce putain de comeback. Mais dire qu'on est premier, dire qu'on est deuxième juste derrière, alors qu'en fait, les mecs, ils ont 3 tours d'avance, c'est con. Accepter que les mecs ils ont 3 tours d'avance et se dire ok les mecs ils ont 3 tours d'avance, comment est-ce qu'on reprend ça, voilà. Les amis, c'est la question bonus, elle n'était pas prévue celle-ci. Je regarde bien la cam parce que c'est pour vous, parce que moi en vrai je peux faire chier Greg longtemps, mais en vrai Greg, c'est quoi je vais pas demander des conseils même si ça en est hein. Demain tu montes une boîte, c'est quoi les premières choses que tu fais?
C'est quoi les questions que tu te poses? C'est quoi tu vois, les petites premières Si steps? c'est ta première boîte et que t'as 20 ans, genre, ou si Ouais. t'es... Première boîte, 20. Bah, déjà, je me pose la question de... Bah, déjà, tu peux monter plus jeune. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand tu montes une boîte dans une industrie, tu vas être bloqué dans cette industrie quasiment toute ta vie. C'est quasiment sûr. Et même les gens qui vendent des boîtes dans une industrie, quand ils veulent tous, c'est un mec qui a vendu sa boîte très très bien qui m'a dit ça. Il me dit, tous mes potes voulaient remonter des boîtes dans d'autres industries. Et à la fin, quasiment tout le monde finit par remonter dans la même industrie parce que tu perds ton network, tes connaissances, ton unfair advantage et tu dis putain. Du coup, quand on est jeune, c'est dans quelle industrie vous avez envie de bosser pour les 15-20 prochaines années? Comment tu le détermines, ça? Bah ça, pour moi, faut aller rencontrer des gens qui sont en train de le faire, discuter avec eux. Donc, c'est les gens qui vont déterminer. C'est les gens qui vont te poser des questions et tu vas tout de suite sentir si t'aimes la vibe ou... Et en vrai, si t'es un jeune, que t'as 18 ans, que tu dis j'ai envie de bosser dans les télécoms et que t'écris à Xavier en disant hello, j'aimerais bien passer ma vie 20 prochaines années à bosser dans les télécoms, j'ai 3 questions à te poser, c'est ça, est-ce que tu peux me rencontrer? Et que t'écris à tous les grands patrons, les trucs stylés dans les télécoms, c'est sûr qu'ils vont truc. Donc trouver l'industrie, mais surtout aller parler à des gens. Et aller parler à des gens. Et en fait, les gens se rendent pas compte à quel point, quand t'es jeune et que tu te dis que t'es en train de chercher ta voie, si t'es clair, t'as des questions précises, à quel point les gens sont accessibles. Tu peux créer ton network. Donc trouver la bonne industrie, aller parler à des gens inspirants et choisissez la bonne ville, qui du coup va vous permettre de shine dans cette industrie. Et c'est pas toujours San Francisco, hein. Si tu décides que tu veux faire du luxe, t'es très bien à Paris. Si tu décides que tu veux faire du consumer, etc., je pense que New York c'est cool. Il y a Sao Paulo, enfin, attention, hein, San Francisco c'est dans mon secteur. Pour la du remote aussi, hein. Tu peux aller à Lisbonne, faire pas mal de choses. Mais non, never. Hein? Never. T'es jeune, tu fais du remote, t'as rien compris. Ah, ok. T'es mort. Donc c'est against. Non, en présentiel au bureau, le 996, 9h à 21h, 6 jours par semaine, c'est très bien. Ok. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que, allez, juste je t'embête là-dessus, mais les 3 premières étapes, une fois que tu as identifié toutes ces 3 premières choses, ouais. c'est quoi les 3 premières étapes? Tu trouves la boîte qui grossit, qui t'inspire le plus, qui est jeune, qui grossit vite, et t'essaies à tout prix de rentrer dedans. Non, attends, c'était pas ça. Ma question, c'est plus une fois que tu as trouvé ton industrie, que tu as parlé avec les gens, que tu as trouvé le problème potentiel et la solution que tu veux build. Bah, tu t'essaies de bosser dans une boîte pour moi. Ah, donc tu n'essaies pas de monter Non, une boîte. je pense que la première année et demie, il faut que tu ailles bosser dans une boîte qui grossit très très vite pour comprendre ce que c'est, le vivre, sentir l'urgency et ensuite tu lances ta boîte. Je pense que c'est une super expérience de passer 1 an et demi dans une boîte qui va très très vite. Mais t'es un impatient toi aussi, on est d'accord? Ouais, mais moi j'ai fait 9 mois chez Coworking Grenoble, j'ai appris plein de trucs. Ouais, mais tu serais capable aujourd'hui de faire... mois de stage qui fait 13-14 mois. En fait, et j'avais pas accès, et merci une fois plus Mathieu qui m'avait recruté, genre Mathieu Gentil. Mais en fait, si j'avais bossé dans une top startup à San Francisco, j'aurais eu cette année et demie aussi. J'ai pu tenir et j'ai appris tellement au son contact, mais j'aurais appris tellement plus si j'avais bossé dans une boîte comme Cursor. Donc vraiment, faites 1 an et demi. Et si vous craquez au bout de 12 mois, vous craquez au bout de 12 mois. Mais vous allez apprendre tellement de choses. En fait, avoir une fois dans sa vie un boss inspirant, des collègues sur un truc qui va vite, je pense que ça te sert toute ta vie. Et je pense que ne jamais avoir été à la place du manager, ne jamais été avoir ça t'enlève toute une partie du spectre que tu pourras jamais retrouver. Et je pense que t'as pas besoin de plus 18 mois, c'est tout. Très intéressant. Je dirais juste une petite nuance pour les gens comme moi qui n'ont pas fait plus de 8 mois de CDI. Bah, fais 8 mois. En fait, essaye et fixe-toi 1 an et demi, puis au bout du mois, tu te casses et c'est parti. Mais il faut que ces 8 mois, et ces 8 mois, il faut qu'ils comptent. Et ces 8 mois m'ont permis de voir des limites dans le salariat, dans mon envie de créative, de liberté, etc. Et puis les vrais entrepreneurs qu'on ne voit pas à la face. Tu verras que tu peux pas. Ah, je crois que c'est la meilleure chose que c'est peut-être le meilleur conseil, c'est ne pas se voiler la face et s'écouter. Et se dire, je suis pas heureux, je sais que je vais monter une boîte. Mais je pense que c'est un truc que je devais refaire, je le referai. Peut-être que c'est une erreur, mais c'est un conseil que je donne. Celui-là, j'ai pas d'expérience, je peux pas réécrire ma vie, je peux pas. Combien de temps t'acceptes d'être heureux? Combien de jours d'affilée t'acceptes d'être malheureux, avant de changer quelque chose? 4 jours. 4 jours max? Ouais. Ok, je crois que c'est Alexandre Astier, et je crois qu'il dit encore moins. Il dit si ça fait 2 ou 3 jours. Après tu peux avoir des vrais downs. Quand je dis 4 jours, c'est vraiment quand je suis au fond et je sais que des fois. Mais pas dû à un événement. Hein. Ouais, c'est ça, où vraiment t'es pas bien, etc. Je me donne 4 jours. Les amis, prenez putain soin de vous. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent. Ça me fait trop rire parce que j'ai encore 50 questions en tête et là je me dis attends, on peut partir. Tu m'as dit moi je fais des formats courts et tout. Non, j'ai pas dit ça. Je t'ai dit je fais 1 heure. Après j'avoue c'est du plus ou moins 10%. Un grand merci Greg, tu pris un minimum de plaisir quand même. Oui, c'était très cool. Ça va, c'était cool. Ouais, non, je vais bosser. Parce que je suis à la bourre là. Prenez soin de vous, force à tout le monde et à la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao.
c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.